Bonjour, mesdames, messieurs. Bon après-midi. Je suis Joanne Burgess, professeure au département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal et directrice du laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir à cette séance intitulée Du transfert des connaissances à la recherche-création, le web documentaire de la ferme à l'assiette, une histoire en 3 temps, 3 produits. Dans le cadre de cette séance, nous voulons, moi et mes collègues, partager avec la communauté historienne une expérience originale et stimulante, en tout cas c'est notre avis, de co-construction interdisciplinaire d'un web documentaire historique interactif. La séance va se dérouler en 6 temps, en fait. Je ferai d'abord une brève mise en contexte du projet qui sera suivie de 4 communications présentées par 5 intervenants qui offriront successivement ou qui abordera successivement les questions suivantes. D'abord, nous aurons la perspective d'un partenaire clé du projet, l'Écomusée du Fier-Monde. Ensuite, un aperçu du web documentaire interactif lui-même et une discussion de sa spécificité comme mode de médiation de l'histoire, suivi d'une analyse plus approfondie du processus de conception de ce web documentaire interactif et de certains des enjeux posés. Et enfin, une brève réflexion sur comment le médium choisi, l'élaboration de son contenu et le processus de co-construction lui-même peuvent peut-être transformer un projet d'histoire appliquée en démarche de recherche-création. Et à la toute fin, évidemment, il y aura un temps important réservé pour vos questions et nos échanges avec vous. Donc, mais avant d'offrir une brève mise en contexte, permettez-moi de présenter mes collègues qui sont à mes côtés virtuellement. Vous devriez les voir, la plupart d'entre eux, à l'écran, peut-être sauf un qui est plus discret peut-être, et qui prendront bientôt la parole. Donc, il s'agit d'abord d'Éric Giroux. Éric Giroux est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques et d'une maîtrise en histoire de l'Université du Québec à Montréal. Il est associé à l'Écomusée du Fier-Monde de Montréal depuis près de 25 ans et il y a occupé différentes fonctions avant de prendre la direction de l'institution en avril 2020. Depuis plusieurs années, il collabore étroitement avec le Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal et a réalisé de nombreux projets de mise en valeur du patrimoine alimentaire montréalais. Mentionnons des expositions, une pinte d'histoire le lait à Montréal, Ronde de lait, confiture et marinade Raymond faites pour plaire, ainsi que Nourrir le quartier, nourrir la ville. Rémi Besson est chargé de cours et il travaille à l'Université de Montréal dans le cadre du partenariat international de recherche sur l'histoire de la technique au cinéma, TechNES. Ces recherches se situent à l'articulation entre le cinéma et l'écriture de l'histoire à l'ère du numérique. Sa thèse de doctorat en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales portait sur Shoah de Claude Lanzmann. Gilles Tassé est documentariste depuis plus de 25 ans. Il a collaboré, entre autres, avec la nation Déné à Yellowknife, le peuple Inuit à Iqaluit et les Touaregs à Tombouctou. Durant les années 1990, il expérimente les médias interactifs et immersifs dans un think tank de Silicon Valley en Californie. Chargé de cours à l'École des médias de l'UQAM et doctorant en communication, il s'intéresse aux caractéristiques de médiatisation des documentaires immersifs et interactifs. Et enfin, Rui Silveira est un cinéaste portugais basé à Montréal. Il a étudié à la Faculté des beaux-arts de l'Université de Lisbonne et il est actuellement doctorant en communication à l'UQAM. Dans le cadre de son projet de thèse de recherche-création, il analyse le processus de création de son premier long-métrage, Les yeux de mon amour, afin de comprendre comment s'exprime sa présence dans le récit filmique. Je vais commencer donc par quelques éléments de mise en contexte. Ce projet de réalisation d'un web documentaire interactif traitant de l'histoire de l'alimentation a émergé au sein de l'UQAM en 2017 dans le cadre d'initiatives du Service de la recherche et de la création visant à susciter des projets innovants de mobilisation des connaissances. Il s'est développé ensuite grâce aussi aux collaborations développées au sein du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal et à des rencontres accidentelles, fort heureuses, rendues possibles par l'Institut du patrimoine de l'UQAM. Mais ce projet s'est concrétisé grâce au financement obtenu du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec dans le cadre d'un programme alors nommé PSVT2,
programme de soutien au transfert et à la valorisation des connaissances. Ce programme cherchait à favoriser le développement de modes novateurs de transfert et de valorisation de résultats de recherche universitaire afin de répondre aux besoins de milieux preneurs. C'est évidemment l'expression favorisée par le ministère. Les projets soutenus devaient aussi démontrer qu'ils auraient recours à un processus collaboratif de co-construction. Le projet de la ferme à l'assiette, une histoire en 3 temps, 3 produits, réunit une équipe multidisciplinaire et intersectorielle. Son principal partenaire communautaire est l'Écomusée du Tiers-Monde de Montréal, avec pour second partenaire le Centre des services scolaires de Montréal. Il compte aussi un partenaire universitaire essentiel, le LabDoc de l'UQAM, soit le laboratoire de recherche sur les pratiques audiovisuelles documentaires. Comme chercheur principal et directrice du projet, j'ai l'immense plaisir de collaborer avec Éric Giroux, muséologue et directeur de l'Écomusée du Tiers-Monde, et Diane Plourde, qui représente la CSSDM et possède une longue expérience comme conseillère pédagogique. Participent également au projet comme âme de la création du web documentaire 3 membres du LabDoc, Rémi Besson, Rui Silveira et Gilles Dassé. Laura Barreto du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de Montréal contribue avec brio au volet cartographique du projet. Enfin, pendant les 2 dernières années, nous avons pu bénéficier de l'appui exceptionnel de Gabriel Harvey-Savard, adjoint de recherche et candidat à la maîtrise en histoire de l'UQAM. Voilà donc une très brève introduction à notre projet et au contenu de cette séance. Je passe maintenant la parole à Éric Giroux pour une communication intitulée « Le web documentaire, un nouvel outil dans l'offre muséale ». Merci. Alors, merci beaucoup, Joanne. Bonjour tout le monde. Donc, ma présentation, comme l'a mentionné Joanne, va aborder le documentaire sous l'angle du musée. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même prendre quelques minutes pour présenter l'Écomusée du Tiers-Monde et le partenariat qu'on entretient avec des ressources universitaires afin de situer plus spécifiquement comment le web documentaire s'insère dans l'offre qu'on souhaite développer. Je vais également aborder la fonction d'éducation au sein des musées parce que c'est un peu dans cette fonction-là que va s'insérer le web documentaire et je vais parler de quelques enjeux liés au développement de ce projet-là. Donc, l'Écomusée du Tiers-Monde, en quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, l'Écomusée a été créé au tout début des années 1980 dans un quartier montréalais qu'on appelle le Centre-Sud. Il est né de la volonté des gens du quartier de se doter d'un outil pour mettre en valeur l'histoire et le patrimoine du territoire sur lequel ils habitaient. Et pour ce faire, ils ont développé une relation privilégiée avec le service aux collectivités de l'UQAM. C'est grâce au service aux collectivités que les premiers militants de l'Écomusée ont été mis en contact avec un professeur du département d'histoire de l'art de l'UQAM, M. Pierre Méran. Et c'est lui qui a introduit l'idée de développer un écomusée pour un territoire urbain qui est le Centre-Sud. Les premières années ont été des années précaires. Il n'y avait pas beaucoup de financement. Les liens avec l'UQAM étaient toujours présents. On a développé à l'occasion plusieurs projets qui impliquaient la participation de la population locale. Donc, l'Écomusée du Tiers-Monde, qui se définit aujourd'hui comme un musée d'histoire, un musée citoyen, bien, la phase citoyenne a été très importante dans les années 80, au début des années 90. Beaucoup d'efforts ont été faits à la fin des années 80 et au début des années 90 pour donner une existence un peu plus pérenne à l'Écomusée, parce qu'au départ, il n'y avait pas de lieu de diffusion permanent. Donc, après plusieurs années de travail, l'Écomusée du Tiers-Monde a obtenu la reconnaissance du ministère de la Culture et de la Communication et ensuite a été soutenu au fonctionnement. Puis, nous nous sommes installés dans un bâtiment magnifique, le Bain Généreux, en 1996. Situé sur la rue Amherst à l'époque, devenu Adadegen aujourd'hui. Alors, à partir du moment où l'Écomusée s'installe dans son véritable lieu de diffusion, devient un musée accrédité, bien, on développe un certain nombre d'infrastructures qui vont nous permettre d'entrer en relation avec les différents publics. Une des premières infrastructures sera l'exposition permanente, qui s'appelle « À cœur de jour, grandeur et misère d'un quartier populaire », qui propose un survol de l'histoire du Centre-Sud, qui donne un peu le cadre général dans lequel nos différentes expositions temporaires viennent s'insérer. Des expositions qui abordent différentes thématiques liées à l'histoire du Centre-Sud. Donc, au moment où on devient un véritable musée, il y a quand même 2 axes qu'on souhaite maintenir de façon assez forte. Donc, notre volet citoyen, donc toutes sortes de projets qu'on développe en relation avec le milieu,
qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais surtout musée d'histoire. Donc, on souhaite, comme institution culturelle, comme musée, apporter une contribution significative à l'histoire de Montréal en utilisant le Centre-Sud comme témoin privilégié. Au fil des ans, donc, on va même consolider nos relations avec des ressources universitaires, principalement avec Joanne Burgess, à titre de chercheur individuel au départ, mais avec le Laboratoire d'histoire et de patrimoine par la suite. Et depuis maintenant, bon, presque une trentaine d'années, l'Écomusée a des liens avec Joanne. Et un des projets assez importants que l'on a réalisé ensemble au moment où l'Écomusée s'installe au Bain-Généreux a été Paysage industriel en mutation. Ce projet-là avait une grande envergure et a été un petit peu à l'origine d'un programme de recherche qui a suivi par la suite. Lors de la réalisation de Paysage industriel en mutation, l'objectif était de réaliser un inventaire du patrimoine industriel dont il subsistait des traces dans le paysage du Centre-Sud. Donc, à l'époque, il y a environ un peu plus d'une vingtaine de sites qui ont été documentés, mis en valeur et tout ça, dans le cadre d'une exposition qui s'appelait Paysage industriel et d'une publication également. Mais lors de ces recherches-là, on a constaté qu'il y avait un certain nombre d'entreprises qui étaient liées à la transformation alimentaire. Donc, ça ouvrait un chantier qui nous apparaissait assez intéressant à l'époque. Et quelques années plus tard, on a initié un projet qui s'intéressait beaucoup au développement de l'industrie laitière à Montréal. 2 expositions ont suivi ce projet-là. Donc, il y a comme un enjeu important autour de l'alimentation qui s'est développé à cette époque-là, parce qu'on a constaté qu'en abordant cette thématique-là, ça nous permettait de rejoindre assez facilement les publics. C'était comme l'alimentation est liée à une expérience intime, ça éveille des souvenirs, ça suscite beaucoup d'émotions parfois. Alors, c'était une thématique qui était très, très riche pour nous, pour aller rejoindre les visiteurs, pour aller rejoindre le public, leur permettre aussi de développer une certaine sensibilité au patrimoine industriel. Parce que quand on parlait de la transformation alimentaire, généralement, c'est des usines qu'on abordait, des entreprises aussi qui ont été assez importantes dans l'histoire de la ville. Donc, si ce partenariat-là avec Joanne et avec le laboratoire a été très fructueux au niveau de la recherche, il l'a été aussi au cours des dernières années, au niveau de la conception et de la réalisation de nouveaux outils de communication et de médiation de l'histoire. Le laboratoire d'histoire et de patrimoine a développé une expertise assez importante là, au niveau des technologies numériques. Et avec Joanne et le laboratoire, on a développé un certain nombre d'outils numériques qu'on a intégrés dans certains projets récents. L'un de ces projets-là a été la réalisation d'une modélisation du complexe industriel de la compagnie Alphonse Raymond. On a également réalisé des cartographies numériques interactives qu'on a intégrées à un projet qui s'appelait Nourrir le quartier, nourrir la ville. L'idée de travailler avec le laboratoire d'histoire, ça nous permet de travailler avec des gens qui partagent nos préoccupations, donc une certaine rigueur scientifique, une volonté aussi de mettre en valeur le patrimoine, de ne pas uniquement se lancer dans une opération où les technologies prennent toute la place sans que le contenu ne soit exploité de façon qui nous semble adéquate. Donc, cette relation-là a été consolidée avec le laboratoire et on a poursuivi ce travail-là. Lorsqu'on s'installe aussi au Bain-Généreux, c'est sûr qu'à partir du moment où on a une exposition permanente qui aborde l'histoire du quartier, on se doit également de développer des programmes éducatifs qui s'adressent au public scolaire principalement. L'avantage que l'on a dans notre exposition permanente, c'est qu'on rejoint un certain nombre de thématiques importantes au niveau de l'univers social pour plusieurs groupes du primaire, 3e cycle, entre autres. Donc, on a développé un certain nombre d'activités pédagogiques dans le cadre de l'exposition permanente. On en développe également lorsqu'on présente des expositions temporaires, notamment celles qui étaient liées à l'alimentation au cours des dernières années aussi. Une des tendances fortes du développement des activités éducatives pour les écoles, ça a été aussi de développer des activités pré-visite et post-visite. Donc, pour essayer de développer davantage l'expérience des publics scolaires avec le musée, de leur proposer des activités qui se déroulent en classe avant et après la visite au musée. Donc, l'idée de développer un web documentaire, un outil qui pourrait être utilisé à la fois au musée pour certains de ses publics, mais aussi qui pourrait être utilisé dans les classes pour créer comme un premier contact avec le musée puis avec les thématiques qu'on aborde, nous semble être une piste assez intéressante. Et l'idée d'utiliser encore une fois l'alimentation pour rejoindre ce public-là aussi, le public scolaire,
était également un aspect qui nous semblait positif. Donc, on s'est engagé dans ce projet-là, d'une part avec une quantité assez phénoménale de matériel, puisque 2 des 3 volets impliqués dans la réalisation du web documentaire traitaient de sujets que nous avions déjà abordés au cours des dernières années, soit l'industrie laitière, la transformation des fruits et des légumes avec l'histoire de l'entreprise Raymond. Et le 3e volet sur le pain rejoignait un projet qui est actuellement en cours de réalisation et que nous allons inaugurer dans 2 semaines, une exposition sur le pain et la boulangerie à Montréal. Alors, on s'est engagé dans ce processus-là avec certaines assurances, donc très, très riche de tout ce qu'on avait réalisé comme recherche. Et là, on a vraiment mis sur pied le projet que mes collègues vont vous présenter de façon un peu plus détaillée par la suite. Mais disons qu'un des premiers défis que j'ai constaté dans la réalisation de ce projet-là, c'est d'abord de travailler avec plusieurs partenaires et au niveau d'un partage d'expertise qui est assez particulier. Donc, d'une part, il y a des experts au niveau de la recherche et des contenus qui sont moi et Joanne. Ensuite, il y a une experte au niveau des programmes scolaires et du milieu scolaire. Donc, Diane nous a sensibilisés à plusieurs étapes dans le projet sur les enjeux qui étaient liés davantage à la compréhension des élèves, au programme scolaire et tout ça. Et le 3e niveau d'expertise, c'est celui de nos amis du LabDoc. Et ce que je comprends aussi, c'est qu'à l'intérieur même de cette expertise du LabDoc-là, il y a des champs de compétences particuliers qui se subdivisent par la suite. Alors, de travailler comme ça en étroite collaboration avec des expertises différentes nous a amené à adapter le projet et à avancer de façon parfois un peu hésitante, parfois avec des avancées, des reculs et tout ça. Il faut dire aussi que le contexte de la pandémie n'aide pas. Des réunions virtuelles, ce n'est pas toujours les meilleurs moments pour des brainstorms, pour des échanges d'idées. Mais malgré tout, depuis maintenant un peu plus d'1 an, on entretient une relation assez régulière afin de développer ce projet-là. Je dirais aussi qu'un autre des enjeux sur lesquels mes collègues vont revenir également, ce sont les enjeux éthiques. Lorsque l'on réalise une exposition, on réalise déjà une première mise en récit d'artefacts, de sources d'archives, d'iconographie que l'on met en place, que l'on met en scène pour raconter une histoire. Dans le cas du web documentaire, on va un peu plus loin, mes collègues en parleront mieux que moi, mais on introduit une autre trame narrative, on utilise l'archive de différentes façons. Et aussi, il y a surtout la création de personnages qui doivent porter l'action, qui doivent porter le récit. Et la création de ces personnages-là pose un certain nombre de questions. Le choix que nous avons fait a été d'identifier un certain nombre de personnages qui ont existé dans l'histoire, qui ne sont plus vivants aujourd'hui, mais on a essayé de développer des récits qui étaient plausibles, les insérer dans une trame réelle, avec des faits réels, mais de leur faire jouer un rôle dans cette trame historique-là. Alors, ça pose toutes sortes d'enjeux. Je n'ai pas de conclusion sur ces questions éthiques-là. C'est un sujet sur lequel on va continuer de discuter et de développer, mais c'est les 2 points qui m'apparaissent les plus importants dans ce type de projet-là. Donc, simplement résumé, pour l'écomusée, le web documentaire, c'est un outil supplémentaire, d'une part pour rejoindre le public scolaire dans des activités pré-visite ou post-visite, mais c'est aussi un outil qu'on va utiliser à l'écomusée même. Parce que même si l'orientation qui a été choisie pour la réalisation du web documentaire a été de cibler des élèves du primaire, la façon dont c'est construit, ça s'adresse tout à fait aux adultes également. Et l'écomusée développe des liens privilégiés depuis de nombreuses années avec différents groupes du quartier Centre-Sud, donc souvent qui réunissent des gens qui sont un peu plus éloignés de l'offre culturelle. Et donc, nous aurons une borne interactive à l'écomusée qui pourra être utilisée avec ces groupes-là pour les sensibiliser aussi à différents enjeux liés à l'alimentation dans un quartier comme le Centre-Sud, d'un point de vue historique et actuel, évidemment. Donc, sur ce, je vais céder la parole aux prochains intervenants et vous revenir en fin d'atelier pour la période d'échange et de questions. Alors, merci beaucoup. Merci, Éric. Donc, comme Éric l'a déjà annoncé, je vais passer maintenant la parole
à Rémi Besson, Rui Silveira et Gilles Tassé, qui présenteront le web documentaire et enchaîneront avec leurs communications respectives du linéaire à l'interactif, du documentaire historique au web documentaire historien d'abord, suivi de la responsabilité du geste interactif dans la conception d'un mode de médiation en histoire, créer un web documentaire éducatif. Donc, je vous cède la parole, messieurs, sans savoir exactement qui va commencer. Donc, voilà. C'est moi qui va vous faire une démonstration, donc une navigation assistée à travers une partie du WebDoc pour que vous avez une idée de qu'est-ce qu'on a fait avant de comment continuer les présentations. Les enfants, venez déjeuner. Alex, Marie, venez manger là. Vous êtes en retard pour l'école. C'est super beau. Alex, Marie, vous êtes certain que vous voulez pas un œuf d'une poule urbaine et joyeuse? Le lait sent mauvais. Il est plein de bactéries. Oh, il n'y a plus de lait. Pas encore moi qui veux aller au dépanneur en chercher. Les bactéries apparaissent dans le lait lorsque sa température n'est pas bien contrôlée. Tu veux en savoir plus? Il y a très longtemps, on se levait le matin et le lait attendait à la porte, comme par magie. Tu veux en savoir plus? 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 Il y a très longtemps, à la fin du 19e siècle, la population de la ville de Montréal augmentait rapidement. La ville devenait de plus en plus dense. Cette vue de Montréal à vol d'oiseau date de 1892. Il s'agit d'une estampe dont l'auteur est resté anonyme. Pour les besoins du web documentaire, nous avons mis cette image couleur en noir et blanc et nous avons effectué plusieurs zooms avant sur des éléments tels que les bateaux à voile et à vapeur. Cette image nous a semblé particulièrement intéressante car il nous permet de montrer l'importance de la ville portuaire, la présence de l'industrie et l'emprise de la ville au sud du Mont-Royal. Des laitiers parcouraient les quartiers de la ville avec leurs charrettes et leurs cheval pour livrer le lait. Le laitier commençait sa journée très tôt le matin. Il se levait vers 4 heures du matin et allait d'abord traire une de ses vaches. Je n'ai pas tout à fait fini, papa. Je me souviens quand tu as commencé. Tu avais tout de suite compris comment prendre soin des vaches. Je sais pas si c'est parce qu'il a fait froid cette nuit, mais Rosette est généreuse en matin. Ma grand-mère à Sainte-Rose, elle me disait toujours que les vaches frileuses donnent plus de lait. Rosette a toujours été bien bonne pour nous. On a bien fait de s'installer à Saint-Henri. Moi puis ta mère, on a réussi à construire une bonne vie pour la famille. Allez, Chico! Cultivateur et fils de cultivateur, Louis Quentin est né à Sainte-Rose sur l'île Jésus en 1825. Lui et sa femme, Odile Quenneville, s'installent à Saint-Henri en 1864. Illettré, Louis Quentin travaille d'abord comme charretier et journalier, puis débute son métier de laitier vers 1888 avec 6 vaches. Louis Quentin a 6 vaches.
Chaque vache produit environ 7 litres de lait par jour. Avec 6 vaches, Louis produit donc près de 300 litres de lait par semaine. En 1890, une pinte de lait, qui correspond à un peu plus d'1 litre, se vendait entre 5 et 6 sous. Louis et Odile emménagent dans leur maison sur la rue Saint-Philippe dès leur arrivée à Saint-Henri. Louis bâtit une étable pour leurs vaches dans la cour arrière. Une trentaine d'années plus tard, ils ajoutent un étage, construisent une porte cochère et couvrent de briques la façade de la maison. Je vais arrêter ici. On a écouté une première section de ce personnage, Louis Quentin. Je vais laisser mes collègues continuer. Donc, moi, je vais débuter, je vais vous tracer rapidement c'est quoi l'écosystème médiatique qui soutient l'apparition de ces nouveaux dispositifs interactifs. Et par la suite, Rémi va décrire certains dispositifs et leurs fonctions. Donc, du linéaire au web documentaire, émergence d'une spectature web, documentaire et interactive. Ça reprend en partie mon mémoire de maîtrise. Donc, si vous êtes intéressé du linéaire au stellaire, du film au web documentaire, un dispositif de réflexion et de communication sur le réel. Donc, rapidement, pendant un siècle, le cinéma a été obligatoirement linéaire. Il y est encore, sauf qu'aujourd'hui, la linéarité du cinéma commence à être plus ouverte. Il y a une cinquantaine d'années, déjà, il y a certains dispositifs qui sont apparus, qui ont permis aux spectateurs et aux spectatrices de modifier le déroulement de l'objet audiovisuel qu'ils réceptionnaient. Donc, ça a commencé avec les cassettes, les DVD, les enregistreurs numériques. Et avec le web, il y a eu vraiment une libération de la réception audiovisuelle et une multiplication des possibilités de réception audiovisuelle. Donc, maintenant, quand on est face à notre écran, que ce soit un écran de télé, un écran d'ordinateur, un écran d'iPad ou de téléphone, on est généralement engagé avec un objet audiovisuel, un film, une émission de télé, une diffusion d'un match de hockey, par exemple. Et souvent, on va être aussi engagé avec des dispositifs qui sont parallèles en intersection ou même qui sont étrangers à l'événement principal. Donc, on peut être en train de regarder, par exemple, le match de télé, on va être sur le site web du diffuseur pour échanger avec les spectateurs, puis on peut aller sur le site de l'équipe pour aller voir les statistiques. Donc, il y a une multiplication du niveau d'engagement du spectateur et de la spectatrice. Donc, suivant cette capacité technologique du web de soutenir une diffusion et une réception audiovisuelle, et c'est cette caractéristique du spectateur et de la spectatrice de pouvoir être engagé, il y a des documentaires interactifs qui sont apparus depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années. Donc, la plupart des institutions médiatiques, des télédiffuseurs, des postes de radio, des sites de journaux certains ont laissé tomber et se sont engagés dans la réalité virtuelle et la réalité augmentée, mais la plupart des organes de diffusion médiatique ont établi une plateforme de réception de documentaires interactifs. Par exemple, l'ONF, Arte, le journal Le Monde, la presse qui était pendant un siècle un journal imprimé, mais qui maintenant est une plateforme multimédia variablement interactive. BBC News, PBS, donc on voit les télédiffuseurs, les radiodiffuseurs comme NPR aussi. Et même le Journal de Montréal a parfois des plateformes interactives d'information sur des différents enjeux de société. Donc, dès le départ, il y a certains chercheurs qui se sont questionnés sur les capacités de cette forme, de cette absence de structure traditionnelle, formelle, de pouvoir soutenir une histoire. Donc, par exemple, Mitchell Whitlaw en 2002. Aussi, Mary-Laure Ryan, dans son livre important sur les nouveaux médias, Avatars of a Story, se demande quelle est la logique d'une structure informationnelle, narrative, qui s'en va dans toutes sortes de directions. Et elle illustre certains de ces objets-là
avec leur capacité de navigation variable, avec cette image, entre autres, qu'elle appelle l'anémone des mers, et qui ressemble un peu à notre structure de web documentaire, c'est-à-dire qu'à partir d'un premier espace d'arrivée, les choix que l'on fait nous amènent à pouvoir faire d'autres choix. Donc, il y a des possibilités d'élaborer un déroulement narratif personnalisé. Sandra Godenzi, qui a établi une typologie du genre, elle identifie 3 principaux types de documentaires interactifs. Il y a le hitchhiking mode que nous, on utilise. C'est dans lequel le spectateur s'engage avec un objet en particulier du début à la fin. Et lorsque le document est terminé, le spectateur s'engage avec un autre objet. Donc, il alterne d'un objet à l'autre du début à la fin, comme quand on fait de l'autostop. C'est l'analogie que Sandra Godenzi utilise. Il y a le mode conversationnel aussi, qui est plus ouvert et plus interactif. Et là, au fil du déroulement du dispositif, le spectateur, la spectatrice peut changer le déroulement, comme une conversation. Et le mode participatoire, qui permet au spectateur, à la spectatrice, d'ajouter lui-même et elle-même des éléments audiovisuels ou du texte et qui seront disponibles pour les autres spectateurs aussi. Donc, 3 modes de plus en plus interactifs qui permettent une participation plus grande aux spectateurs. Jean-Louis Weisberg, dès 1999, identifie le spectateur, il lui donne un nouveau nom, il l'appelle le spectateur, pour vraiment souligner ce geste, cette action de choisir. Et il emprunte ce terme-là à Augusto Boal, qui veut établir un théâtre qui ouvre l'espace théâtral à la participation des spectateurs pour soutenir le citoyen que, hors l'espace théâtral, il puisse assumer cette responsabilité-là dans l'espace public. Roger Haddin, lui, il compare cette réception libérée, cette réception sous la direction partagée du spectateur, comme la lecture d'un livre. Donc, quand on lit un livre, on l'apporte avec soi où on veut, on le recommence, on l'arrête, on saute des pages, on présente des pages à quelqu'un. Et donc, la réception audiovisuelle, maintenant, s'apparente, selon Roger Haddin, à cette action de réception que la lecture permet. Pour Marida Di Crosta, il ne faut pas prendre l'objet audiovisuel et son interface séparément. Les deux sont à concevoir, à comprendre, à appréhender, à expérimenter ensemble. Donc, elle appelle cet objet-là l'espace écranique. Alors que pour un autre chercheur du domaine, Lev Manovich, c'est plus qu'un espace, c'est une trajectoire. On est engagé dans le temps. On est engagé dans le temps parce que nos gestes nous engagent à nous projeter et à nous souvenir de ce que l'on a vu pour décider de ce que l'on va vouloir voir. Et pour moi, c'est dans cet aspect que réside la principale qualité réflexive du web documentaire interactif, c'est qu'elle positionne le spectateur dans le moment présent en l'obligeant à se souvenir et à réfléchir à ce qu'il a vu et en se projetant dans le temps et en agissant pour décider de ce qu'il veut, de ce qu'elle veut voir. Donc, il y a une triple posture qui est propice, à mon avis, à la réflexion. Alors, je cède la parole à mon ami Rémi. Merci Gilles. Donc c'est ça, je vais repartir de là où Gilles est arrivé. Il a réussi ce tour de force de faire une présentation des enjeux du web documentaire en quelques minutes. Je vais essayer, moi, de réfléchir à aux articulations, aux liens possibles entre le format du web documentaire et l'histoire ou l'écriture de l'histoire. Alors, le lien peut-être qui peut être le plus évident, hein, c'est de considérer ces liens entre histoire et mémoire collective, hein, puisque le web documentaire peut être considéré comme un vecteur de mémoire collective qui permet aux groupes minoritaires d'accéder à une forme de visibilité et aux institutions déjà bien en place de partager leur point de vue. Donc, dans ce cas-là, le web documentaire, au même titre qu'une exposition muséale, qu'un roman historique, est un objet d'étude pour les historiens.
Mais ce qui nous intéresse de penser ici, qui est peut-être un peu différent et qui fait la spécificité d'un projet qu'on peut considérer comme s'inscrivant dans le domaine de la recherche-création, c'est de ne pas seulement considérer le web documentaire comme un objet pour les historiens, mais aussi comme un format conduisant à une réflexion ou à de possibles réflexions sur la pratique historienne. Donc pas seulement objet, mais aussi pratique. Donc, de se demander quelle histoire on propose quand on conçoit un web documentaire. Alors, il faut mettre ça au pluriel, hein, puisqu'il ne s'agit pas forcément d'enfermer le format du web documentaire dans un seul type d'approche, puisque le webdoc peut aussi bien être adapté à la visualisation de données massives collectées dans un projet d'histoire quantitative qu'à donner la parole à un individu ou un groupe restreint d'individus dans une perspective qui relèverait plus de l'histoire locale ou de l'histoire orale. On peut aussi, comme on a essayé de le faire, adapter ce format à une histoire sociale, ou plus précisément une histoire sociale de l'industrie alimentaire, dans le but de donner à voir une pratique, un ensemble de pratiques, un métier ou plusieurs métiers, la transformation des conditions de vie d'un groupe social. Il y a également des points de jonction qui sont assez évidents avec l'histoire des représentations, donc je ne vais pas trop insister sur ce point-là. Et peut-être plus essayer de développer l'idée que le web documentaire peut être une manière de mener ou de rentrer en résonance avec les expérimentations qui sont menées autour de l'histoire, de l'écriture de l'histoire depuis au moins les débuts du tournant linguistique jusqu'à aujourd'hui. Donc que ce soit les questions de jeux d'échelle, de micro-histoire, d'histoire du quotidien, d'histoire des sensibilités, etc., etc. Alors, ces expérimentations, elles peuvent être menées en utilisant certaines des ressources que Gilles a déjà présentées, donc que ce soit l'interactivité qui conduit à engager un rapport différent avec celui ou celle qui consulte les résultats d'une recherche historienne. Il peut aussi, ce format, permettre de délinéariser le récit qui est proposé, donc on n'est plus contraint à la nécessité de naviguer entre des thèmes qui se suivent strictement les uns avec les autres. On peut naviguer de manière plus rhizomatique, de manière plus éclatée. C'est un moyen aussi d'incarner des enjeux historiographiques ou des thèmes plus théoriques à travers des personnages. Donc, peut-être qu'on reviendra sur cette question. Et enfin, c'est un format qui est particulièrement adapté à une réflexion portant sur la place accordée aux sources elles-mêmes. Donc, c'est sur ce point-là que je voudrais développer un peu mon propos, puisque donc, vous n'êtes pas sans ignorer que les médiations de l'histoire ont pendant longtemps été pensées quasi exclusivement par l'écrit, hein, que ce soit la monographie, l'article scientifique ou pas scientifique d'ailleurs, les ouvrages collectifs, etc. Et donc, dans l'ensemble de ces cas-là, en histoire, la spécificité, c'est que ce n'est pas seulement une argumentation finement ciselée qui est proposée, mais aussi un accès à un appareillage critique dont la note de bas de page est devenue une quasi-signature disciplinaire. Donc le principe qui est bien connu lui aussi, c'est qu'un lecteur particulièrement exigeant pourrait être capable, grâce à ces notes, de refaire l'enquête qui a été menée par le chercheur ou la chercheuse en retraçant l'ensemble des sources et des travaux qui sont cités en notes. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que dans ce cas-là, justement, les sources sont citées en notes, mais qu'elles ne sont pas accessible au lecteur. Donc, pour le dire autrement, on a accès aux références, mais pas aux documents eux-mêmes. Alors, vous allez peut-être mieux comprendre là où je veux en venir si on prend maintenant un autre mode de médiation qui est celui du film. Donc, quand on s'éloigne des documentaires démonstratifs classiques qui reposent sur une voix off toute puissante et un usage souvent très illustratif des images, il arrive régulièrement que dans le cinéma documentaire, on parte des sources visuelles et sonores et qu'elles constituent donc la matière première du récit proposé. Donc, on peut penser aux films
basés au film d'archives, disons, et au film documentaire construit à partir d'entretiens filmés avec des acteurs de l'histoire. Toutefois, mon propos n'est pas de dire comme ça qu'il faudrait remplacer l'écrit par le film, mais donc, ce qu'on constate notamment que ce qu'on gagne en termes d'effet de présence des sources, on le perd régulièrement en précision concernant la provenance et la matérialité des sources en question. Pour le dire peut-être plus simplement, donc il est rare qu'un film historien explique quelles sources ils mobilisent, d'où elles proviennent et comment leur matérialité a été altérée ou non pour être intégrée au montage. Donc on parle régulièrement à ce sujet-là d'un processus de décontextualisation des sources. Donc pour le dire encore différemment, on est bien conscient qu'il n'y a pas de note de bas de page dans un film documentaire. Et donc, il me semble que les affinités entre le format du web documentaire et l'histoire, elles se situent notamment à ce niveau-là. En effet, le webdoc permet une mise en intrigue via une séquence animée, donc comme on l'a montré. Donc là, ça fonctionne comme dans un film documentaire, mais il permet aussi de s'arrêter, comme Rui vous l'a montré, à tout moment sur un son, sur une image fixe ou animée, ou même sur une zone d'une image pour les contextualiser. Donc, dit autrement, le format du film documentaire conduit à décontextualiser les sources là où le webdoc permet de les recontextualiser. Et au-delà de cette seule dimension documentaire portant sur leur provenance, leur datation, leur matérialité, il permet aussi d'interroger la fabrique de l'histoire. Donc, les possibilités sont multiples et je vais simplement vous montrer en 30 secondes maximum un exemple qui est donc A Short History of the High Rise de Katrina Zizek, donc qui est produit par l'ONF en partenariat avec le New York Times. Et donc dans ce web documentaire, donc je vous diffuse l'ouverture sans le son. Il est possible de regarder donc ces séquences animées comme on le ferait avec un film documentaire classique. Donc, on s'assoit et on regarde le contenu sans intervenir. Mais il est aussi possible à tout moment d'arrêter le défilement et d'aller explorer à la manière quasi littéralement de notes de bas de page les sources à partir desquelles le web documentaire a été construit. On peut même voir le dos de l'image qui est particulièrement intéressant. Et dans ce cas-là, il y a en plus, donc là vous n'entendez pas, mais une petite une narration qui est proposée, qui permet soit d'en apprendre plus sur les documents, soit à partir de ces documents de proposer une réflexion un peu plus développée. Donc à tout moment, vous pouvez revenir vers la séquence principale. Alors, les exemples pourraient être multipliés, mais dans le temps qu'on a, je vais plutôt revenir à notre web documentaire et à la façon dont on a essayé d'intégrer ce principe. Donc, on a essayé, on a même réussi, on a décidé de créer ce qu'on appelle des séquences d'archives qui donc s'affichent, enfin leur présence s'affiche sur la séquence principale par un pictogramme sur lequel on peut cliquer, ce que Rui a fait tout à l'heure, donc je ne vais pas le refaire, je vais plutôt vous expliquer le principe qui se cache derrière. Le principe, c'est qu'à ces moments-là, la séquence qu'on déclenche, c'est une séquence qui est centrée sur une source qui est utilisée dans la séquence principale et donc qui est à ce moment-là montrée telle qu'elle a été numérisée. Et on apporte donc des précisions sur le document en question, sa date, sa matérialité, son auteur quand on le connaît, etc. Ainsi qu'on donne des explications sur la raison pour laquelle on l'a choisi pour le web documentaire et les interventions qu'on a été amené à effectuer pendant le processus de création. Pour résumer, donc pour conclure, le format du web documentaire permet donc de créer une séquence audiovisuelle principale avec d'autant plus de liberté au niveau créatif que l'on sait que l'on pourra présenter les sources utilisées et revenir sur les choix créatifs effectués dans des séquences qui sont dédiées aux archives elles-mêmes. Et elles assurent ainsi une partie de la scientificité du projet.
Et en plus, elles constituent des lieux privilégiés pour développer une réflexion sur la fabrique de l'histoire. On donne ainsi non seulement accès au rayonnage des archives, mais aussi aux coulisses, soit à l'élaboration de l'intrigue principale, ce qui permet de mettre en lumière nos propres choix. Donc, il s'agit ainsi de conclure sur l'idée que le format du web documentaire peut constituer une ressource particulièrement intéressante afin d'expérimenter de nouvelles modalités de médiation de l'histoire. J'en finis là, j'espère que je n'ai pas été trop long et je repasse la parole à Gilles. Merci Rémi. J'aimerais reprendre ce que Eric disait tout à l'heure. Il a dit qu'on s'est lancé avec assurance. Et moi, j'ai eu la réaction de dire avec naïveté aussi. Parce que comme vous vous êtes rendu compte, c'est une élaboration narrative et informationnelle qui est très complexe. Alors, je vais essayer de vous en partager un peu la complexité. Et pour faire ce travail donc complexe de rédaction, on s'est un peu séparé la tâche. Donc, on avait Rémi qui s'occupe de plus de l'aspect historique, moi qui s'occupe de la scénarisation et Rui, le cinéaste, qui s'occupe de la mise en forme de l'animation historique. Et dans mon écriture de scénario, je partais avec ce que Rémi avait entendu, ce que Rémi avait compris de la démarche de Joanne et de Eric. Et Rémi avait identifié des moments historiques et des personnages possibles. Donc, la scénarisation, elle doit être à la fois narrative et interactive, et à la fois informationnelle et pédagogique. Et l'objectif principal aussi, c'est pédagogique. Donc, à quoi servent les personnages? À quoi sert la mise en situation? Qu'est-ce qui est à comprendre de cette mise en situation-là? Donc, c'était toujours derrière moi pour me diriger dans ma rédaction. Donc, juste pour schématiser, il y a 3 produits, pain, confiture, lait. À partir de chaque produit, il y a 2 personnages possibles qui permettent une mise en situation de ces enjeux et de ces produits. Et pour chaque personnage, il y a 3 chapitres qui permettent d'articuler cette problématique et de l'illustrer et de la faire évoluer. Donc, par exemple, on a Madeleine qui va occuper son premier travail d'été au Confiture Raymond. Il y a Louis Quentin qui se lève le matin, qu'on a vu tout à l'heure, et qui, avec son fils, va faire sa run de lait. Donc, un produit, une époque, un personnage, une situation qui illustre la problématique et aussi établir des possibilités interactives. Donc, en savoir plus sur le personnage ou sur la situation et aussi en savoir plus sur les archives, quelle est la qualité de cette archive, pourquoi est-ce qu'on a décidé de nous en servir et comment est-ce qu'on l'a transformé. Donc, en gros, ici, si on sélectionne à partir du déjeuner, si on sélectionne comme Rui l'a fait tout à l'heure, le lait, on arrive à la table du déjeuner, on peut soit choisir Alex ou Marie et aller rencontrer un personnage. Donc, en choisissant Alex, on suit Louis Quentin le matin dans sa run de lait et plus tard. Et à partir de chaque séquence animée, on établit des moments possibles d'interaction, d'interactivité qui viennent poursuivre ce qui a été illustré. Ici, juste un extrait du scénario. Donc, le scénario décrit une action, décrit un moment et suit avec une voix hors champ. Donc, autant la description de l'action que l'information dans la voix hors champ doit être à la fois narrative, mais à la fois historiquement plausible. Donc, on a eu des échanges intéressants à ce niveau-là où moi, j'avais l'élan de décrire une action puis d'ajouter une voix off. Puis là, je me faisais rappeler, est-ce que c'est possible à cette époque que ce que j'ai écrit, ce que j'ai décrit existe? J'avais fait mes recherches, mais parfois, peut-être que je n'avais pas bien fait mes recherches. Donc, mes collaborateurs me ramenaient à l'ordre. Et donc, suivant l'écriture du scénario et l'élaboration des capsules audiovisuelles, on a décidé d'utiliser le logiciel Clint qui permet d'élaborer la structure narrative interactive et l'interface. Donc, je vais juste vous montrer rapidement une partie de ce travail de construction pour que vous compreniez l'outil et comment cet outil permet de donner forme à une structure très complexe. Donc, ici, on a
On a le plan de travail, si on veut, de Klimt. C'est sur ce plan de travail qu'on peut positionner tous nos médias, tous nos espaces médiatiques, que ce soit de l'audiovisuel, du texte. Et c'est à l'intérieur de cet espace de construction qu'on établit les liens aussi. Donc, on a une table de déjeuner avec les 3 produits. À partir de cette table de déjeuner, on peut choisir le lait, le pain ou les confitures Raymond. Et une fois qu'on a choisi un produit, on a 2 personnages qui permettent d'illustrer la problématique. Donc, on a d'un côté Louis Quentin et de l'autre, on a le docteur Boucher qui était directeur de la santé publique à Montréal. Et donc, pour chaque produit qui permet de rencontrer 2 personnages, une fois qu'on a choisi un personnage, on a 3 capsules, 3 moments de sa vie qui permettent d'illustrer la problématique. Et à partir de ces 3 moments de vie-là, on a aussi des en savoir plus. Donc, quand Rouy, tout à l'heure, a cliqué sur un cercle interactif, on a entendu une information sur Louis Quentin additionnée. Et donc, c'est comme ça qu'on construit les relations entre les différents objets. Et là, je vais juste vous montrer une ligne de temps qui permet de comprendre comment ce travail-là s'effectue. Ici, on a la ligne de temps de Louis Quentin qui se lève le matin pour aller faire son travail. Donc, en bas, où est mon pointeur, c'est une référence à une vidéo qui est en ligne, qui est sur YouTube. Okay? Les vidéos sont tous sur YouTube parce que c'est la façon la plus efficace, la plus rapide et la plus solide d'amener une vidéo sur toutes les tablettes qui vont être en même temps en train de vouloir avoir des vidéos. Et donc, sur cette ligne de temps, chaque ligne permet de positionner un média, que ce soit de l'audio, du vidéo, du graphisme, et permet aussi de décider qu'est-ce que va faire cet objet-là dans la ligne de temps. Donc, si par exemple, on sélectionne ce bouton interactif qui devient encadré en rouge, on peut décider à quel autre objet il va nous amener si on clique dessus. Donc, pour chaque chose qui apparaît à l'écran, il y a une possibilité interactive qu'on doit inscrire. Alors, je vais arrêter là pour ne pas prendre trop de temps et je vais passer la parole à Louis. Donc, je fais partie de l'équipe créative aussi avec Gilles et Rémi. Je nous appelle souvent la petite assiette par rapport à quand l'équipe est tous réunie, c'est la grande assiette. Je vais vous parler donc brièvement sur le processus de réalisation des capsules vidéo que j'ai animé à partir des images d'archives. Mais je crois que pour bien comprendre la complexité de cette réalisation, il faut que je vous montre un peu comment nous nous sommes organisés auparavant. Donc, quand nous sommes arrivés dans le projet, il y avait déjà un énorme travail de recherche entamé par l'équipe de recherche sur l'industrialisation des produits sur lesquels on allait se pencher. Notre participation serait d'aider l'équipe à prendre cette information et à la transmettre sous la forme d'un web documentaire. Nous avons passé plusieurs mois à explorer les contenus théoriques et à trouver le format de web documentaire qui nous permettrait d'exposer ce contenu de la façon la plus adéquate selon notre public cible, mais aussi selon le type de documentation qu'on aurait à notre disposition. On avait donc des cartes interactives dont la production était déjà en cours au sein du laboratoire d'histoire, mais nos actifs médiatiques seraient surtout des images d'archives, des images photographiques, mais aussi des dessins, des articles du journal et des publicités. Il y a une exception, on a aussi quelques documents sonores qu'on a intégrés aux animations. On a une publicité des confitures Raymond et une marche militaire c'est un enregistrement de 1915. Alors, comment raconter l'histoire, raconter l'industrialisation des produits? Je vais me concentrer plus sur le lait, c'est l'exemple qu'on a montré. En se basant surtout, en ayant Montréal comme centre de l'histoire et à travers les matériels, les dispositifs, je veux dire l'iconographie qu'on disposait.
comme Gilles et Rémi ont déjà référé, nous avons structuré le web documentaire en plusieurs sections qui nous permettent de présenter ces actifs médiatiques de différentes façons. Donc, les capsules vidéo qui nous permettent d'utiliser une esthétique de collage animé pour intervenir et modifier les actifs médiatiques de façon créative. Les sections en savoir plus qui nous permettent d'approfondir et ou de contextualiser l'information transmise dans les capsules vidéo en présentant autres documents complémentaires dans sa forme originelle, c'est-à-dire sans intervention sur les images, et les sections archives, comme Gilles nous a présenté, qui nous permettent de donner quelques informations contextuelles sur un document des capsules vidéo et d'expliquer en geste créatif ou la décision qui a présidé à la sélection de ce document en particulier. Deuxièmement, au niveau du récit, on a décidé de créer 2 personnages par produit alimentaire, car cela nous permettrait de la mise en entrée des contenus théoriques à travers les parcours biographiques de 2 générations. C'est assez longtemps pour le déroulement de la période temporelle étudiée pour chaque produit. Le parcours de chaque personnage serait alors structuré selon la structure de 7 actes que Gilles nous a montré, donc l'accroche, la contextualisation, une situation A une situation A ou première, la transformation qui mènera donc à la situation B, la synthèse et un segment surprise à la fin qui fonctionne plus comme une respiration ou un moment du récit plus poétique. On a donc les 3 moments audiovisuels par personnage, c'est l'accroche, la situation A et la situation B, et elles sont alternées par des sections en savoir plus, donc la contextualisation, la transformation et la synthèse. L'interface qui vient donc unifier les histoires des différents personnages, c'est une jeune fille et son frère qui racontent ce qu'ils ont appris à l'école à leurs parents. Ils sont les narrateurs principaux du webdoc et on accède aux histoires des personnages en cliquant, comme on a vu, sur les aliments qui sont placés sur la table de leur petit déjeuner. Maintenant, concentrons-nous sur les capsules vidéo et à travers l'exemple du lait. Donc, nous sommes basés sur des vraies personnes. Louis Quentin, en laitier indépendant, illustre l'histoire d'une famille qui déménage à Saint-Henri. Donc, juste à travers ces personnages, nous traitons de la transformation urbaine du quartier au tournant du XXe siècle, les conditions de salubrité du lait qui venait de campagne versus celui qui était produit en ville, parce que comme il n'y avait pas encore de wagons réfrigérés, de lait attendait souvent sur les quais des stations au soleil. Les fraudes, parce que certains laitiers diluaient leur lait avec de l'eau et rajoutaient de la chaux pour corriger la couleur du lait contrefait, mais aussi de l'arrivée de la pasteurisation en 1924. Donc ça, c'est le parcours de Louis Quentin qui sera continué, prise par le docteur Boucher pour la suite, où on traitera plus en détail la question de la pasteurisation. Donc, plusieurs décisions ont été faites au niveau esthétique et technique à ce moment, dès en tout début. Donc, on a décidé d'utiliser ce style de collage en 2D, en 2 dimensions, parce que la grande partie de nos actifs médiatiques étaient des photographies. Donc, c'était une esthétique qui nous convenait pour l'animation. On a aussi décidé d'uniformiser la couleur des images en noir et blanc, ce qui nous permet d'avoir une cohésion visuelle malgré les différentes caractéristiques des images. Et ce n'est pas juste qu'ils ont des couleurs, c'est aussi les textures et les contrastes des images qui sont plus facilement que peuvent être travaillés plus facilement si l'image est en noir et blanc, mettons. Et on a des images qui datent du 19e siècle jusqu'aux années 60-70, donc sont vraiment diverses. On a choisi le format, on a choisi le 4:3 parce qu'après tout, c'est le format de la plus grande partie des images, mais aussi c'est le format standard des tablettes et les tablettes, c'est l'interface principale de notre production. Donc, sur cette base, et après la définition des personnages
l'écriture des scénarios, j'ai préparé des documents qui nous permettent d'évaluer nos besoins au niveau des images. J'ai fait ce document sur Illustrator. C'est un logiciel qui nous permettait une plus grande versatilité par rapport à Word ou Excel. Donc, je vais vous montrer ce document. Là, on voit le document à la date d'aujourd'hui, pas d'aujourd'hui, mais de septembre 2021. Mais on voit que les images sont placées. Avant, j'avais juste fait la structure, fait que j'avais pris les scénarios pour voir sont quels les besoins. Donc, une vie générale de Montréal et de Saint-Henri avec la date. On a besoin d'une cour en arrière. On a besoin de certains objets. Donc, comme ça, on pouvait tout de suite voir le type de besoin qu'on avait. Et c'était 3 types principaux. Un, c'est des images de fond pour la scène, que dans cet exemple, c'est par exemple cette image ici, c'est où se déroule l'action de la clip vidéo qu'on a vue. On voit ici la porte où ils font la traite des vaches, l'image du garçon qui est là-dedans, avec la charrette, l'ajout du cheval, etc. Vous voyez toutes les images qu'on a utilisées pour illustrer cette image-là. Donc, il y avait aussi des accessoires. Dans ce cas-là, c'est une bidon de lait, mais ça pourrait être des calendriers, des verres de lait, vraiment des objets qui sont des objets qui sont importants pour la scène en question. Et les personnages. Et dans ce cas-ci, on voit qui est là, c'est Louis Quentin, on l'a choisi à partir de cette image-là. Donc ça, c'est la séquence accroche, une capsule vidéo, suit d'une section en savoir plus, où on a toute l'information qu'on avait dans le scénario pour les choix des images en savoir plus, avec les textes qui seraient lus pour les narrateurs, et les images qu'on a fini par choisir après notre enquête. Donc, sur la base de nos besoins, pour illustrer le scénario, l'équipe de recherche historique nous proposait des images de différentes sources. La petite assiette sélectionnait des images à partir de cette sélection, à partir de ces options-là qui nous étaient offertes par l'équipe de recherche, en prenant en compte leur importance historique, mais aussi selon souvent leur versatilité, la versatilité de l'image et la qualité esthétique. Il faut l'admettre, que c'est aussi des critères qu'on a eus du côté créatif. Donc, il fallait alors commander les images aux institutions et attendre les versions haute qualité avant de commencer le montage. Je voulais juste vous montrer aussi la légende. Ici, on voit il n'y a pas de couleur, mais ça nous a été utile parce qu'en jaune, on soulignait les images qu'il fallait encore commander à l'institution. En orange, on avait signalé des images qui étaient commandées, mais dont on attendait toujours la réception du fichier en qualité. En verte, ça voulait dire qu'on avait la version, mais elle n'était pas encore déposée sur Constellio. C'est la plateforme qu'on utilisait pour le transfert d'images. C'est une plateforme à l'UQAM. Et sans contour, ça veut dire que j'ai le fichier. Donc, sans contour, c'est ce qui se passe. Ici, par exemple, on a un exemple en jaune. Tous les autres, c'est parce que je les ai déjà. Donc, ce document s'est avéré très utile pour l'équipe parce qu'il condense donc l'information d'une façon visuelle et facilement modifiable. Une fois qu'on avait les images en haute qualité, je pouvais alors commencer le traitement préliminaire des images sur Photoshop. C'est le logiciel que j'utilisais pour convertir les images en noir et blanc, enlever les imperfections qui nuisaient à la narration. Donc, j'ai fait un peu de restauration, pas beaucoup parce qu'on a décidé de garder la texture puis les défauts de l'image, mettons. Mais parfois, s'il y avait un poil dans la numérisation sur la face de quelqu'un, j'allais retoucher ce détail-là. Parfois, c'est vraiment des images qui avaient des parties trop dégradées que j'ai essayé d'améliorer. J'ai aussi redressé des images et coupé les bords qui n'étaient pas nécessaires pour l'animation. Et au besoin, j'ai séparé les premiers plans
des premiers plans de l'image du fond. Donc, peut-être pour vous montrer, pour vous expliquer, c'est mieux de vous partager. Ici, par exemple, on voit cette image est composée de l'image de fond et des autres images que je vous ai montrées dans le document, mais juste l'image du fond, on a donc le premier plan, ça serait cette image qui est à l'intérieur. Donc, j'ai découpé le trou de la porte qui était noir auparavant pour mettre cette image là-dedans. Après, on a le deuxième plan, c'est tout le mur en bois et la charrette. Mais ces objets-là, je les ai introduits. Donc, les bidons de lait sont dans un autre plan, cachés en arrière, un autre plan. Donc, parfois, il fallait découper l'image de fond aussi pour faire plusieurs couches pour que les images sortent. Par exemple, ici, on voit le petit trou, je l'ai découpé pour qu'on voit les bidons en arrière. Et finalement, on a le plan des personnages qui sont en premier plan. Dans ce cas-là, c'est Louis Quentin et Chico Natura. Donc, enfin, pour la création des personnages, c'est une tâche qui était plus ou moins complexe, dépendamment des personnages, parce que pour certains, comme Louis Quentin, c'était vraiment juste découper le personnage d'une image. Mais pour d'autres personnages, on avait des portraits de la vraie personne, mais c'était juste un portrait. Il fallait trouver aussi un corps qui allait avec la tête de notre personnage. Et parfois, il y avait aussi des adresses, des accessoires comme Madeleine, par exemple, qui avait un tablier que j'ai pris dans notre image. Fait que le personnage de Madeleine était composé de 3 éléments différents. Une fois fini cette étape, j'ai enfin passé sur After Effects. C'est le logiciel qui permet d'animer les images dans une ligne de temps. J'ai dessiné des storyboards qui me permettaient de planifier le mouvement des personnages dans l'espace, ainsi que les différents plans et les différentes échelles de plans que j'ai utilisées. Je peux aussi vous montrer. Donc, ça, c'est des exemples de storyboards que j'ai fait pour comprendre, voir les transitions, les mouvements de caméra, où placer les personnages, enfin, avoir un peu l'idée de comment j'allais monter la scène pour la suite. Donc, pour chaque scène, pour chaque clip vidéo, on a toujours une espèce d'introduction ou de contextualisation de la scène qui est souvent se passe à l'extérieur. Ça nous permet de contextualiser spatialement l'action. Nous avons décidé de signaler les personnages aussi qui parlent en utilisant une luminescence externe blanche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pourrais vous montrer. Donc, quand un personnage, je vais juste enlever le son. Quand un personnage parle, il y a une luminescence externe qui signale ce fait-là. Et donc, on a utilisé ça parce que ça nous a paru plus élégant que de faire, par exemple, bouger leur bouche ou d'autres techniques qu'on a essayé. Ça nous a paru plus plaisant visuellement. Attention toujours à la dernière image, que c'est l'image qui fige à la fin de chaque séquence. Donc, dans la deuxième séquence, c'est cette image-ci. Dans la troisième séquence, c'est cette image ici. Donc, c'est des images qui vont figer et à partir desquelles on va avoir accès ou en savoir plus. Donc, ici, on ne les voit pas parce que je vous présente ça, ce n'est pas dans le web documentaire, je suis sur VLC, mais les éléments interactifs vont clignoter sur cette image-là. Bon, j'espère que vous avoir réussi à vous montrer un peu comment ça se passe dans le processus créatif de ces capsules vidéo. J'ai seulement ajouté que c'est un plaisir de travailler avec mes collègues de la grande assiette, de la petite assiette, parce que je trouve vraiment que je suis heureux qu'on puisse développer ce genre de projet de recherche-création dans nos institutions universitaires. Merci et n'hésitez pas si vous avez des questions pour la suite. Merci beaucoup, Rui. Alors là, je vais me transformer en dernière conférencière en essayant quand même de respecter
les limites de temps que nous avons et pour vous laisser le temps de poser des questions à tous mes savants collègues. Donc, ma communication s'intitule « L'historien et la recherche-création dans un contexte de co-construction d'un web documentaire interactif ». Alors, la question, en fait, qui est à l'origine de ma communication est la suivante. Est-ce que la participation à un projet de création d'un web documentaire interactif historique, et plus précisément à ce projet de création d'un web documentaire interactif, avec ses choix quant au mode de scénarisation, à la stratégie narrative et avec les impératifs pédagogiques qui lui sont propres, est-ce que la participation à ce type de projet ne constitue qu'une autre forme de pratique de l'histoire publique ou de l'histoire appliquée, ou nous amène-t-elle ailleurs? Et cet ailleurs s'apparente-t-il à une démarche de recherche-création? Alors, pour simplifier épouvantablement, je pense qu'on pourrait dire, bon, on pourrait identifier certaines formes classiques de l'histoire appliquée ou de l'histoire publique. Je propose 3 modèles pour simplifier un peu. On pourrait dire qu'il y a la vulgarisation par l'écrit ou à l'oral, par le chercheur ou la chercheuse, des résultats de ses propres recherches d'un ensemble de travaux publiés. C'est peut-être la forme la plus fréquente. Ensuite, il y a également la contribution de l'historien ou de l'historienne à titre d'expert à un projet de diffusion d'un sujet historique ou patrimonial à l'intention du grand public, diffusion par un musée, un lieu historique, une émission télé, etc., où l'historien répond à une commande, en quelque sorte. Et il y a je dirais peut-être le 3e modèle, celui que j'aime pratiquer habituellement, un projet réalisé en co-construction entre un chercheur, chercheuse et un organisme du milieu. Et dans ce contexte, dans ce cas, le projet est défini ensemble et les volets recherche fondamentale et élaboration du produit diffusé sont étroitement imbriqués. Et je pense surtout à des projets que j'ai menés avec l'Écomusée du Fier-Monde par le passé ou encore avec Pointe-à-Calière. Alors, dans ces projets, les finalités de la valorisation sont connues, ou du moins imaginées, au moment où le programme de recherche est défini. Mais qu'en est-il de ce projet de web documentaire? Alors, il a été imaginé comme projet de transfert et de valorisation, certes avec une différente forme de médiatisation et en ciblant tout particulièrement un public différent, soit le public scolaire, mais je dirais avec quand même un présupposé que les recherches historiques déjà menées sur l'histoire du lait, sur l'histoire de l'entreprise Alphonse Raymond notamment, dans un processus antérieur de co-construction avec l'Écomusée, que donc ces contenus pourraient aisément s'adapter au web documentaire. Que de l'expo au web documentaire, le passage ne serait pas si compliqué. Que l'expertise de la conseillère pédagogique permettrait de cibler des angles d'approche, des questions et des contenus à privilégier, que certes, quelques recherches additionnelles seraient requises, mais qu'il s'agissait essentiellement de contenus à se réapproprier, à reconfigurer, voire à simplifier. Bref, je n'avais aucune idée vraiment de ce qu'impliquait la volonté d'expérimenter un web documentaire historique interactif comme mode de médiation de l'histoire. Et je n'avais jamais expérimenté des formes de co-construction ou de co-création aussi déstabilisantes. Et ça, je pense, c'est très, très clair. Mes collègues viennent de vous présenter le web documentaire et leurs réflexions sur divers aspects du processus de création. Il me semble important de souligner les caractéristiques spécifiques de cette médiation qui peuvent poser des défis importants pour l'historien, ou du moins certainement pour cette historienne. Puis il y a 4 éléments. Je pense qu'il s'agit d'abord du choix du mode narratif, de la stratégie de la mise en intrigue et du choix d'intrigues assez simples qui se déroulent en 3 temps. Deuxièmement, des intrigues qui sont construites autour de l'évolution d'un personnage clé et des rencontres entre cette personne et d'autres individus. Donc, nous sommes loin de l'histoire sociale avec ses grandes catégories anonymes. Troisièmement, la nécessité d'identifier des situations permettant de faire évoluer l'intrigue. Et enfin, et c'est non loin, le choix artistique d'utiliser et d'animer des photographies historiques pour raconter. Sans faire table rase de l'ensemble des recherches historiques menées en amont pendant de nombreuses années, leur mobilisation pour le web documentaire ne pouvait pas s'appuyer sur des expériences antérieures, mes expériences antérieures de transfert ou de valorisation des connaissances.
Plusieurs spécialistes de l'histoire publique insistent, avec raison, sur l'importance pour le chercheur de partager son autorité. Dans le cadre de ce projet, le partage était effectivement à l'ordre du jour. Et il était assumé à cause de la conviction que la production d'un web documentaire historique interactif avec le concept proposé serait riche et intéressant. Mais ensuite, quels personnages choisir? Quels événements mettre en scène? Messages communiqués? La balle était de nouveau dans le camp de l'historien pour soumettre des propositions, pour réagir, pour contribuer à les rendre concrètes. Dans le cadre d'un congrès consacré à l'événement, voilà donc un ensemble d'enjeux qui nous interpellent tous dans nos travaux et qui, ici, ont surgi d'une manière pressante. Le processus de création, les informations requises pour rendre l'action concrète et l'intrigue vraisemblable exigeaient tout un éventail de nouvelles recherches. Combien de lait une vache produit-elle à Montréal vers 1890? Quel était l'horaire de travail à l'usine Raymond en 1947? Où se trouvaient les bureaux du service de santé de la Ville de Montréal en 1920? À quel âge en moyenne les femmes du milieu ouvrier se mariaient-elles à Montréal en 1950? Et les questions étaient nombreuses, on dirait peut-être innombrables. Autant de questions ponctuelles qui surgissent et qui surgiraient peut-être dans le cadre de la rédaction d'un article scientifique, l'écriture suscitant toujours de nouvelles réflexions et de nouveaux besoins. Mais au-delà de la multitude de détails à préciser afin de rendre les personnages et l'action vraisemblables, les impératifs de la création, toujours selon les paramètres retenus par, je dirais, la petite et la grande assiette, ont eu des retombées plus significatives pour la recherche. Deux exemples permettront d'illustrer comment le processus de création du web documentaire et l'obligation de répondre à des besoins de création ont conduit au dépassement de l'objectif initial de transfert et de valorisation des connaissances pour ouvrir de nouveaux chantiers de recherche pour l'avenir. Donc, le premier exemple, c'est en fait la découverte, l'obligation de découvrir et de connaître Louis Quentin. Pour le volet du lait, il a été convenu qu'il fallait avoir comme personnage principal un laitier actif à Montréal entre 1890 et 1914. Mais quel laitier? Nous avions déjà, auparavant, constitué une base de données à des fins de cartographier le phénomène laitier indépendant à Montréal à partir des annuaires Lova, en repérant tous les laitiers de Montréal et de sa banlieue en 1889-1890. Notre hypothèse, qu'il faudra vraiment nuancer, mais notre hypothèse à l'époque était qu'avec la disparition des vaches urbaines, le lait venant surtout des campagnes, pour être distribué à Montréal. Il était donc important de trouver un laitier situé près d'une gare. Et Éric Giroux, avec lequel j'ai travaillé cette question, en a proposé deux et finalement, notre choix s'est arrêté sur Louis Quentin de Saint-Henri, qui vivait pas loin de la gare de Saint-Henri et qui en plus, en prime, avait un fils qui était aussi laitier. Donc, deux laitiers pour le prix d'un seul. Et donc, si Louis Quentin devenait notre laitier type, notre personnage, il fallait le documenter, puisqu'à part son adresse et le fait qu'il avait un fils laitier, nous ne connaissions absolument rien à propos de Louis Quentin. Donc, je me suis tournée vers les sources classiques, retour au Lova pour l'inscrire dans une plus longue durée, le recensement de 1890, des sources généalogiques et une exploration du rôle d'évaluation. Or, voilà qu'en allant voir le rôle d'évaluation de Saint-Henri, pour cette période où la ville n'était pas encore un quartier de Montréal, c'est la découverte de la richesse de ce rôle d'évaluation avec énormément d'informations et notamment des informations sur le nombre de vaches possédées par des individus, une source qui était disparue des rôles d'évaluation de la Ville de Montréal à la même époque. Et pour aller un peu plus loin, le hasard, BANQ numérique existant, une petite recherche du côté avec le nom Quentin, permet de découvrir que Louis Quentin fils avait été un témoin lors d'un procès important à Montréal, procès pour meurtre, où la question de sa ronde de lait et de l'heure à laquelle il avait déposé du lait devant un certain client devenait un élément clé dans l'intrigue du meurtre. Et donc, tout un ensemble d'autres informations qui s'ouvraient sur la vie d'un laitier à Saint-Henri à l'époque. Tout ça pour dire que
les laitiers de Saint-Henri ne figuraient pas du tout dans les recherches menées en amont, n'étaient pas du tout un des objectifs de transfert valorisation des connaissances, mais qu'à partir d'un choix d'un personnage, s'est ouvert un nouveau chantier de recherche autour des laitiers de Saint-Henri, du processus migratoire, de leur insertion dans le milieu urbain, de la mobilité intergénérationnelle, bref, un ensemble de questions qui méritent d'être explorées. Un deuxième exemple, rapidement, Madeleine, l'ouvrière chez Alphonse Raymond. Alors, si Louis Quentin a vraiment existé, Madeleine est une pure création, une figure composite inspirée par des femmes interviewées par l'Écomusée du Tiers-Monde lors de la préparation de l'exposition Raymond en 2015-2016. Ces entrevues fournissent beaucoup d'informations, mais lors du développement du scénario, on découvre que des informations essentielles pour la narration et la mise en contexte historique manquent. Le choix a été fait de faire de Madeleine une femme qui ne se marie pas et qui reste au travail de 1947 jusqu'au milieu des années 1960. Quelles ont été ses conditions de travail? Comment les conditions de travail, les salaires, les horaires, les congés des ouvrières chez Raymond ont-elles évolué? Le fonds d'archives Raymond, conservé aux archives HEC Montréal, ne fournit pas d'informations à cet égard, mais BANQ conserve une série complète des conventions collectives allant de la syndicalisation initiale en 1950 jusqu'à la disparition de l'entreprise au début des années 1970. Leur lecture s'avère extrêmement riche. Seuls quelques éléments peuvent être mis en valeur dans le webdoc. Et de plus, le contenu des conventions collectives suscite un ensemble de questions plus larges sur les modalités de la syndicalisation dans l'industrie alimentaire montréalaise après la Deuxième Guerre mondiale et apparaît soudainement comme un autre projet de recherche potentiel. Avec ces deux exemples, on constate qu'il ne s'agit certes plus d'histoire appliquée, ni de simple transfert et valorisation de connaissances. Lorsque j'évoquais un de ces exemples de la relation dialectique fructueuse entre recherche et création née de ce projet, une de mes interlocutrices évoquait la démarche de recherche-création. Mais peut-on vraiment parler de recherche-création dans ce contexte? La création du web documentaire a exigé de nouvelles recherches historiques et elle a fait surgir de nouvelles questions de recherche historique, de nouvelles sources. Mais les recherches déjà menées et celles que j'entrevois, pour citer les exemples ci-dessus, sont des recherches historiques assez classiques. Le processus de création agit comme déclencheur, mais il ne devient pas l'objet d'une enquête nouvelle. En revanche, une autre dimension de la conception et de la réalisation du web documentaire suscite des interrogations d'un nouveau genre. Interrogations qui interpellent le processus de création du web documentaire lui-même. Il s'agit d'un enjeu qu'Éric a déjà évoqué en début de séance, donc d'enjeux liés d'abord au choix des personnages et ensuite à l'utilisation des photographies historiques pour constituer l'ensemble de la trame visuelle du webdoc, personnages, cadre bâti, environnement intérieur, scène de rue. Donc, si on commence rapidement par le choix des personnages, en fait, est-ce qu'on peut parler de la fiction qui est au service de l'histoire? C'est un peu mon interrogation. Si on prend l'exemple pour le lait, on a Louis Quentin, Séraphin Boucher. Séraphin Boucher, bon, le cas est simple. Les questions de sa vie publique, il a laissé des écrits, son parcours professionnel est connu. Les archives conservent des traces de ses photographies. Nous avons choisi 3 moments de sa vie qui nous permettent de raconter l'histoire du combat pour la pasteurisation. Nous avons imaginé des rencontres ou des échanges avec d'autres, mais essentiellement, je n'ai pas de malaise face à cette partie-là. Mais Louis Quentin, le cas est plus complexe. Nous n'avons aucune photographie de Louis Quentin et aucun fonds d'archives. Aucune démarche n'a été faite pour identifier ses descendants. Les sources historiques ont permis de reconstituer des éléments de base de sa vie et de celle de sa famille. Nous avons pu identifier sa maison, qui existe toujours, trouver des informations à propos de sa carrière comme laitier, celle de son fils, également laitier. Nous avons puisé dans les fonds d'archives, notamment celle de la Société historique de Saint-Henri, pour reconstituer des scènes de la vie à Saint-Henri environ au moment où il y a habité, telles que nous l'imaginons. Mais les images de Louis Quentin que nous diffusons ne montrent pas vraiment Louis Quentin. Et quant à son fils, aussi prénommé Louis, il figure dans 3 scènes différentes et chaque scène, chaque fois, c'est un extrait d'une photographie différente qui est utilisée pour le représenter.
Il n'y a pas de note de bas de page qui explique que ce que nous sommes en train de faire. Vérité, vraisemblance, fiction. Y a-t-il un enjeu éthique ici qui mérite qu'on s'y attarde davantage? Comment concilier une vérité historique qui est celle de la réalité quotidienne des laitiers de Saint-Henri au tournant du 20e siècle, telle que les sources historiques nous permettent de la cerner, et le récit de cette histoire au moyen de Louis Quentin dans un web documentaire historique? Mais si l'image que l'on voit de Louis Quentin père et celle qu'on montre de Louis Quentin fils ne sont pas des photographies de ces personnages, elles sont néanmoins des photos de vraies personnes qui ont vécu et qui ont porté des noms, d'autres noms. Très souvent, les individus figurant dans les photographies d'archives sont inconnus. Peut-on pour autant leur attribuer une fausse identité? Et que dire des photographies qui sont bien identifiées et que nous avons choisi d'utiliser pour représenter un de nos personnages, l'un ou l'autre de nos personnages? Est-ce que cela peut susciter des enjeux éthiques? Par exemple, la mère de Madeleine, c'est de l'image de l'épouse d'un agriculteur qui a gagné le prix du mérite agricole à l'extérieur de Montréal. L'exemple du laitier malhonnête, en fait, c'est quelqu'un, dans un scénario, c'est quelqu'un, une image qui vient d'un fonds à la Société historique de Saint-Henri, un fonds légué par des membres de sa famille, et on connaît son nom. Mais au-delà de cette question spécifique, le choix d'utiliser des photographies historiques pour pallier des exemples, pour montrer des lieux qui ne sont pas les lieux qu'on représente, le découpage des photos, en fait, ça suscite pour moi un ensemble de questions à l'égard d'abord des personnes qu'on pourrait être en train d'utiliser de cette façon, mais peut-être aussi à l'égard des centres d'archives. Quelle est notre responsabilité à nous, historiens, à l'égard des donateurs des fonds conservés par ces centres d'archives, surtout pour les centres d'archives comme celle de la Société historique de Saint-Henri? Donc, nous avons cherché à montrer l'intégralité des photos, à attribuer de restaurer, de restituer en quelque sorte par une section archives à la fin du web documentaire où les photos seront chacune identifiées de manière précise. Mais néanmoins, qui va se rendre jusque-là? Qui va regarder ce qu'on a écrit? Pour moi, c'est un dilemme, c'est une question que je n'ai pas encore résolue, mais il me semble qu'il y a un enjeu éthique qui se pose de manière différente à partir du moment où on utilise cette façon si puissante, si riche de communication de l'histoire. Et en conclusion, j'aurais le goût de citer peut-être un hommage au cinéma, citer à peu près une phrase qui est dans le film The Wizard of Oz, quand la tornade transporte Dorothy au pays de Oz, où elle dit « We're not in Kansas anymore ». Et je pense que pour l'historien qui se retrouve dans l'univers du web documentaire, je ne suis certainement plus au Kansas. Merci. Donc, merci à vous tous.